Ce soir, lumière sur une notion protéiforme, mouvante, omniprésente dans les débats actuels et sur la scène internationale. Cette notion, c'est l'Occident. L'Occident et ses dérivés, notion contradictoire à l'histoire longue et vide de substance selon qu'elle est mobilisée par Donald Trump qui entend bâtir, du moins circonscrire un hémisphère occidental ou asseoir la domination américaine, ou par Giorgia Meloni qui préfère évoquer l'Occident plutôt que l'Europe et d'y défendre son unité, ou par Emmanuel Macron pour qui nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde, ou même pour Poutine qui accuse l'Occident de satanisme. Bref, l'Occident, en crise ou non, existe-t-il? Est-il en train de se décentrer, contraint de le faire par d'autres, ou victime de ces contradictions internes? Deux invités ce soir pour en débattre. Sophie Bessis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, autrice, notamment de l'ouvrage intitulé L'Occident et les autres, histoire d'une suprématie. C'est aux éditions de la Découverte. Face à vous, Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, auteur notamment de deux ouvrages. Le premier intitulé Holocauste, Israël et Gaza et la guerre contre l'Occident. Le second, Antiterroriste, la guerre des djihadistes. Deux ouvrages qui ont paru chez Plomb. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et une citation pour commencer. Nicole Niesotto, spécialiste des questions européennes. Voilà ce qu'elle exprimait dans Le Figaro. L'Occident, dit-elle, l'Occident tel qu'il a existé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est mort. L'administration Trump est en train d'en détruire ces trois piliers. En économie, le libéralisme économique, en politique, la démocratie représentative et en relations internationales, le primat du droit sur la force. Elle les remplace par le protectionnisme, l'autoritarisme et la primauté de la force sur le droit. Sophie Bessis, êtes-vous d'accord avec cette analyse? L'Occident est-il effectivement en train de décéder? Il faudrait d'abord savoir ce qu'on entend par Occident et ce qu'on se place dans ce terme pour savoir s'il décède ou s'il ne décède pas. Je ne suis pas vraiment d'accord avec la citation que vous venez de faire, dans la mesure où si on prend comme point de départ ce que prend l'autrice Nicole Niesotto. de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le libéralisme a émergé tel qu'on le connaît aujourd'hui seulement au début des années 1980. Entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 80, il s'agissait d'un capitalisme social et national. Donc, si vous voulez, le libéralisme économique n'est pas inhérent, n'est pas consubstantiel à ce qu'on a coutume d'appeler l'Occident. Ça, c'est une chose tout à fait importante. Cela dit, l'état de droit, également, n'est pas tout à fait consubstantiel à ce qu'on appelle l'Occident, dans la mesure où il y a une césure entre le côté, l'administration interne, si je puis dire, de l'Occident, effectivement, dans les pays qui se définissent comme occidentaux l'état de droit, au prix de l'absence totale d'état de droit dans leurs aventures extérieures, qui faisaient fi de l'état de droit. Je parle des guerres coloniales, des guerres de décolonisation, où quand même la force a toujours primé sur le droit, et je parle des aventures américaines, de l'hégémonie américaine dans ce que les États-Unis ont toujours appelé l'hémisphère occidental, qui est l'Amérique, et qui faisait fi de l'état de droit. Je peux donner une centaine d'exemples de cela. On les identifie bien. Voilà. Donc je crois que cette définition manque un peu de cohérence, et qu'il s'agit d'abord de définir ce que ceux qui s'autoproclament occidentaux définissent eux-mêmes par qu'est-ce que l'Occident. Voilà. Avant de savoir s'il est en crise ou s'il ne l'est pas, il faut savoir ce que c'est comme objet. Alors posons la question à Gilles Kepel. Une définition de l'Occident est-elle possible? Par quel biais prenez-vous cette notion? Par l'opposition avec ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire En que négatif, si on alors. pose un Occident, ça veut dire qu'il y a un non-Occident. Bien sûr. Quel est ce non-Occident? Et ça a varié. Est-ce que c'était l'Orient? Alors là, on est dans la réécriture par Édouard Saïd de l'histoire, l'Orient inventé par l'Occident. Ou est-ce que c'était, si on suit plutôt le raisonnement de Nicole Niesotto, l'Ouest face à l'Est, c'est-à-dire au bloc soviétique? Et là, on voit que les choses ont commencé à bouger à partir de l'Orient, justement, puisque le moment où, le 15 février 89, l'armée rouge quitte Kaboul, défaite par le djihad afghan,
financée par les pétromonarchies et armée et équipée par les États-Unis, il n'y a plus d'Est, c'est-à-dire le système soviétique va s'effondrer. Et donc là, on a quelque chose de complètement nouveau, où l'OTAN n'est plus destinée à attaquer le pacte de Varsovie, qui disparaît, mais à assurer une espèce d'hégémone américano-européen. Et il me semble que le dernier clou dans ce cercueil, c'est le 7 octobre 2023, avec la réification d'une certaine manière d'un changement des points cardinaux, d'un basculement des points cardinaux. À l'Occident contre l'Orient ou l'Occident contre l'Est se substitue, selon certains, par une rotation d'un quart de tour, le Sud contre le Nord. Et donc, où sommes-nous aujourd'hui, si vous voulez? Quels sont nos instruments pour penser l'organisation du monde d'aujourd'hui? Alors, le Sud... Vous arrivez à le définir, le Sud Pas du tout. Non, moi, je ne suis pas du tout favorable à cette... Je ne suis pas du tout favorable à cette autre idéologisation du monde, mais j'essaye de vous montrer comment, au fond, on a d'autres éléments. Et le Sud fait se base essentiellement sur disons, la revanche anticoloniale à laquelle faisait tout à l'heure allusion Sophie Bessis, mais fait par exemple l'impasse sur la question de la démocratie, justement. Puisque dans le Sud, vous avez l'alliance entre les régimes illibéraux du Sud et les populations concernées au nom d'une revanche anticoloniale, au nom de toutes sortes de choses. Et donc ça, on voit bien comment la razzia pogromiste du 7 octobre commise par le Hamas, puis la guerre d'anéantissement de Gaza par Israël, a rebattu très profondément les cartes. Alors je ne sais pas si la réponse est dans la deuxième partie de votre émission, c'est-à-dire le déclin de l'Occident, qui est un thème récurrent. Là, maintenant, ça y est, on est passé, le nombre des décès dépasse celui des naissances. Donc, vous poserez la question à la dame qui nous succédera. Sur la démographie, on reviendra évidemment sur Gaza parce que c'est absolument central. Vous êtes d'accord, Sophie Bessis, avec cette double idée? La première, l'Occident se définit toujours en négatif. Il faut un contrepoint pour cela. Et ensuite, cette définition aujourd'hui est le contraire du Sud global, du Sud qui est aussi, lui aussi, compliqué à définir et à circonscrire. Je crois qu'il faut d'abord revenir aux fondamentaux. L'Occident, l'Orient, ce sont d'abord des données géographiques. Comme vous le disiez, Gilles Kepel, l'Occident c'est l'Ouest, mais l'Ouest de quoi? On se place où pour définir un Ouest et un Est? On se place par rapport à un centre. Il y a un centre, et puis il y a l'ouest de ce centre et l'est de ce centre. Alors où est-il ce centre? De même, alors le centre est évidemment l'Europe, pour commencer. Et c'est en cela que l'Amérique, c'est l'hémisphère occidental. C'est à partir de ce Finistère. Donc on a trouvé, les Européens ont cru découvrir, bien qu'il existât avant, cet hémisphère occidental, et puis ont inventé l'Orient qui était à leur est. C'est une chose, d'abord, l'Occident est une notion très ancienne, dans la mesure où Constantin, au début du IVe siècle, a divisé l'Empire romain en Empire romain d'Occident et un Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Orient était tout ce qui était à l'est de l'Italie, et l'Empire romain d'Occident était ce qui était l'Italie et son ouest. C'était des notions géographiques. Et puis, au fur et à mesure, je ne vais pas m'étendre, mais sont devenues une notion totalement idéologique. Je vous en donne un exemple, où l'Occident est idéologique et n'est plus géographique. L'Afrique du Nord était au cœur de l'Occident romain, justement. C'était les provinces les plus emblématiques avec l'Espagne et la Narbonnaise de l'Occident romain. Aujourd'hui, alors que Maghreb en arabe veut dire Occident d'ailleurs, mais aujourd'hui, l'Afrique du Nord, pour le regard occidental, fait partie de l'Orient. Donc même géographiquement, c'est une notion mouvante. Donc voilà, donc c'est une notion qui est devenue totalement idéologique et qui a perdu son enracinement géographique. Le Sud et le Nord, c'est exactement la même chose. Ça existe depuis longtemps, depuis Bandung, pourrait-on dire presque. Si on veut donner une date de naissance... La conférence de Bandung, depuis la conférence de Bandung de 1955, et qui
qui crée, disons, ce que l'on a appelé longtemps le tiers-monde, le Sud, par rapport à un Nord. Mais là aussi, disons qu'au départ, le Sud et le Nord sont des données géographiques et qui ont cessé de l'être, qui sont des données purement idéologiques. Bon, on pourra revenir sur cette définition de Sud global que personne n'arrive à définir d'ailleurs, donc c'est intéressant. Mais je donne là aussi un exemple géographique. Le Mexique est en Amérique du Nord. Il fait partie du Sud. Donc vous voyez que Occident, Orient, Sud et Nord sont totalement déconnectés de leur fondement géographique pour devenir des objets idéologiques. Et c'est la raison pour laquelle, et je terminerai pour l'instant par là, c'est la raison pour laquelle un Trump ou les dirigeants de l'Occident s'en emparent. S'en emparent parce qu'il s'agit de quelque chose qui les définit. Voilà. Ou qui est supposé plutôt les définir. Évidemment, les dirigeants occidentaux s'en saisissent. Les ennemis de l'Occident aussi s'en emparent. Qu'est-ce que Gilles c'est que Kepel, les ennemis de l'Occident? on y reviendra, on va parler évidemment de la Chine, de la Russie, mais avant cela, je reste sur la définition de l'Occident. Si je tire le fil, Gilles Kepel, de ce que vient d'expliquer Sophie Bessy, si l'Occident est une marmite idéologique, quelles valeurs mettons dedans? Alors, je voudrais aller un peu plus loin dans la déconstruction à laquelle s'est livrée Sophie, puisque quand Daesh s'est créé, donc en rapatriant depuis, entre guillemets, l'Occident, rapatriant, entre guillemets aussi, des jeunes originaires du monde musulman vers l'Orient, entre guillemets, ils n'allaient pas vers l'Orient, parce que dans la cosmographie, si j'ose dire, arabe, qui regarde vers la Mecque, à partir d'ailleurs curieusement de l'Ouest, on distingue ce qu'on appelle le Yamin, c'est-à-dire ce qui est à droite, en bas, le Yémen, et le Cham, qui veut dire aussi la droite en arabe, et le Cham, le Shemel, c'est-à-dire le pays qui est au nord, à gauche, et au nord de la Mecque. Et donc, ça, c'est la façon dont les jeunes de Daesh, qui d'ailleurs ne trouvaient pas très bien quoi ils se faisaient, c'est la manière dont ils vont s'emparer de points cardinaux, si vous voulez, qui fonctionnent dans une géographie sacrée, pour réécrire leur vision du monde, leur destin, leur combat, leur djihad, le retour ici pour massacrer les gens, etc. Donc, toutes ces catégories, en fait, ce sont des construits idéologiques qui servent, on pourrait aller, en continuant ce qu'a dit Sophie Bessis tout à l'heure, l'Orient, il est zoné, si j'ose dire. Il y a le Proche-Orient, puis le Moyen-Orient, puis l'Extrême-Orient, ce qui veut dire que le point de vue d'où l'on dit ça, c'est toujours l'Occident. Parce que du point de vue de la Californie, le Japon n'est pas l'Extrême-Orient, c'est le Proche-Occident, si vous voulez, à travers le Pacifique. Donc ces notions géographiques ont été portées par une volonté de réécrire le système de la planète en lui donnant un centre et des périphéries. Mais dans le monde, je termine une seconde si vous permettez, dans le monde musulman, le centre, c'est la Mecque. Et le Maghreb, qui est l'extrême-occident, c'est l'extrême-occident d'un point de vue qui est celui de la Mecque, qui regarde du monde arabe. Voilà, qui regarde. Oui, enfin, d'un donc vous avez des Constantinople. Paradoxalement, on dit l'empire romain d'Occident, Rome, comme ça s'appelait la Nouvelle Rome d'ailleurs. Et là, en réalité, la zone de puissance, le grand empire, c'était l'empire byzantin. L'Europe se fragmente et ce n'est qu'avec Charlemagne qu'un empire carolingien va essayer de renaître pour faire pendant... Très éphémère. Voilà, mais pour faire pendant à l'empire byzantin qui, par ailleurs, va être ensuite écrabouillé et détruit par les Turcs. Je reviens un instant quand même sur les valeurs. Pour faire tourner la parole, Sophie Bessy, je vais vous demander ce que vous mettez dans ces valeurs dites occidentales, là aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'on y accole d'un point de vue axiologique? Comment définir cette fois-ci l'Occident sur le plan idéologique? Alors, ce que vous appelez les valeurs, moi je préfère le terme de principe que de valeur. Il n'y a pas de valeur purement occidentale. C'est une construction politique. Des valeurs revendiquées. Les valeurs comme étant occidentales. Alors, la contradiction fondamentale de
de cet axiome dont vous parlez, c'est que les Occidentaux, ceux qui se définissent comme tels, arguent que ces valeurs sont à la fois occidentales et universelles. Il faudrait se mettre d'accord. Sont-elles occidentales ou sont-elles universelles? Si elles sont universelles, elles ne peuvent pas être exclusivement occidentales. Alors, quel est le fondement de cette contradiction, de cette aporie absolue? C'est que l'Occident, l'Europe d'abord, mais dans son prolongement, l'Amérique du Nord, l'Occident s'est défini comme seul énonciateur des valeurs universelles. Ce qui est évidemment historiquement totalement faux. Et cela fait partie aussi, puisque si l'on prend les universaux moraux, disons, sur lesquels s'appuie cela, ce sont les universaux moraux du monothéisme, au départ, des 3 monothéismes qui ont les mêmes universaux, c'est-à-dire, chronologiquement, le monothéisme juif, le chrétien, puis le musulman. Jusqu'à plus ample informé, tout cela sont nés en Orient. Et le Dieu unique a été inventé quand même dans ce que l'Occident appelle l'Orient. Même si M. Retailleau prétend que Jérusalem est au cœur de l'Occident. Donc la mission universelle n'est pas fondamentalement occidentale. C'est justement le grand problème d'aujourd'hui. Si l'on prend, parce que je crois que c'est quelque chose de très important, cette histoire des valeurs ou des principes. Que moi, je préfère appeler les principes, parce que le terme de principe a moins de connotation culturelle que celui de valeur. C'est extrêmement important parce qu'il s'agit de savoir si ces principes, justement, sont universels ou ne le sont pas. Et pour qu'ils soient universels, et ils le sont à mon sens, ces principes, il convient effectivement d'ôter à l'Occident sa prétention hégémonique, c'est-à-dire sa prétention de les avoir tous inventés et d'être le seul à les avoir inventés. Ce qui est totalement faux si on prend la carte du monde, de la culture, des civilisations, bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'il n'a rien inventé. Bien sûr que non, il a apporté sa pierre, certes, mais je crois qu'il faut faire une différence qui est aujourd'hui essentielle entre cet universalisme de surplomb, cet universalisme hégémonique dont l'Occident se prétend le seul énonciateur et le seul détenteur, et un universel, je reprends la définition de Merleau-Ponty, en l'occurrence, c'est un universel latéral qui peut s'adresser, qui est réellement universel et qui peut s'adresser à tout ce qui fait l'espèce humaine. Double prétention, Gilles Kepel, la prétention de l'Occident d'avoir inventé cet universalisme, ces principes, et la prétention de vouloir les diffuser, parfois les imposer aussi à travers une mission civilisatrice. Alors moi, je voudrais revenir aux valeurs ou aux principes. Le terme est indifférent pour moi. En venant ici, nous parlions avec Sophie Bessis de la situation en Tunisie, pays qu'elle connaît Elle affectionne. infiniment mieux que moi, mais où je me suis beaucoup rendu, notamment pendant ce qu'on appelait les printemps arabes. Et ce qui me semble pertinent, plus que la notion géographique d'origine, si vous voulez, dont on a montré que c'est un construit, ce sont effectivement ce qui me définit aujourd'hui dans l'acception commune, je crois, la notion d'Occident, dépendamment de l'inscription, puisque le Japon est en Occident. La Corée du également. Sud est en Occident, l'Australie. Il est en ne Occident. s'agit pas d'une notion géographique. Absolument. Oui, non, mais parce que c'est une extension géographique, le Sud, ou une adaptation géographique, mais je crois que ce sont essentiellement... Pourquoi est-ce que le Japon, la Corée du Sud ou l'Australie sont en Occident? Parce que les valeurs ou les principes de la démocratie représentative y sont incarnés, si vous voulez. Et donc là, on quitte la géographie, on parle d'autre chose. Et quand nous parlions de la Tunisie tout à l'heure, nous évoquions le fait que entre 2011 et 2021, donc je vous cite il y a 2 minutes, vous citez Sophie Bessis, voilà, que vous montrez oui, de la tout main. à fait. La Tunisie a vécu une période démocratique. Et c'est ce qu'on a appelé les printemps arabes. C'était peut-être pas une bonne nomination, parce que les printemps de l'Europe au XIXe siècle ont mal fini eux aussi. Et d'une certaine manière, après la parenthèse des 10 années, la décennie qu'a connue la Tunisie à ce moment-là, et où l'on avait le sentiment qu'au fond, la Tunisie
pouvait également faire partie, entre guillemets, de l'Occident, c'est-à-dire d'un État de culture musulmane majoritaire, mais où la démocratie représentative fonctionnait, il y avait des élections, et là, on a vu depuis lors qu'elle est retombée dans un autre chemin, comme d'ailleurs la plupart des États arabes qui avaient renversé leurs dictateurs au nom de principes démocratiques qui étaient assimilés d'une certaine manière aux valeurs, aux principes occidentaux, mais qui ont été ensuite récupérés par les régimes autoritaires mêlés de légitimation religieuse islamique, etc. Donc je crois qu'il y a cet élément qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais de cette espèce de substitution de l'opposition Occident-Orient ou Occident-Est, qui est construite par, disons, les mouvements qui se réclament du Sud global. Le Sud en question est un Sud dans lequel, justement, le régime des valeurs ou le régime des principes ne fonctionne pas de la même manière. Il se réclame d'abord de comptes qui sont demandés au Nord pour le mécanisme de la domination coloniale, dont Sophie a parlé tout à l'heure, mais sans considérer que les valeurs démocratiques ou les principes démocratiques sont un élément structurant et positif, si vous voulez, principalement. Alors, vous avez des pays du Sud, par exemple en Amérique, quand on considère que c'est le Sud, ou que c'est le hémisphère occidental, dans l'Amérique latine, où il y a, pas tous, où il y a des élections démocratiques, des régimes représentatifs, etc., qu'on soit d'accord ou non avec leurs résultats, au Chili récemment, ou en Argentine auparavant. Mais force est de constater que dans la plupart des autres, ces principes n'existent pas. Donc vous n'avez peut-être plus d'Occident, vous avez peut-être un Sud global qui est un peu le mariage de la carpe et du lapin, mais néanmoins, il me semble qu'il y a une division qui reste pertinente. Ce sont les États et les systèmes dans lesquels il y a des organisations de gouvernement représentatives issues du vote des citoyens, même qui peuvent critiquer tout ça, et ceux dans lesquels, au contraire, on a des systèmes dictatoriaux qui vont se relégitimer avec diverses idéologies. À ce sujet, un ennemi déclaré de l'Occident, selon lui, je veux parler du président russe Vladimir Poutine. La dictature des élites occidentales est dirigée contre toutes les sociétés, y compris les peuples des pays occidentaux eux-mêmes. C'est un défi pour tout le monde. Un tel déni total de l'homme, le renversement de la foi et des valeurs traditionnelles, la suppression des libertés, prennent la forme d'une religion inversée, du satanisme pur et simple. Il faut tourner cette page honteuse de l'histoire. Cette hégémonie occidentale est révolue. Et je le répète, ce ne sera plus jamais comme avant. La satanisation de l'Occident, de ses valeurs, de ses principes, Sophie Bessis. L'Occident existe-t-il aux yeux tout de même de ses adversaires déclarés, de ses ennemis? Je voudrais d'abord dire deux choses pour un petit peu rebondir sur ce qu'a dit Gilles Kepel sur la Tunisie. Une démocratie est-elle uniquement occidentale? C'est-à-dire que la Tunisie démocratique, ces 10 ans que nous avons vécu démocratique, voulait-il dire que la Tunisie devenait un pays d'Occident? Non. La démocratie n'est pas un monopole de l'Occident. On peut très bien être démocratique sans être occidental. Et l'Occident a longtemps été non démocratique par ailleurs, donc historiquement. Ça, c'est la première chose qui me semble importante, d'autant que dans ce qui s'appelle l'Occident, à commencer par l'hémisphère occidental dont vous parliez également, eh bien, il y a de nombreux pays qui sont loin d'être démocratiques et pour autant qui s'autoproclament occidentaux. Donc ça, c'est la première des choses. Pour la Russie, c'est quelque chose de très intéressant. Vladimir Poutine fait partie d'un vieux mouvement qui existe en Russie, qui est le mouvement slavophile, qui était un mouvement anti-occidental qui existe depuis très longtemps. On va pas donner de date, je veux dire, dans la Russie moderne. Et la Russie, ce mouvement slavophile s'est défini en disant la Russie n'est ni l'Orient ni l'Occident. C'est la troisième Rome. N'oublions pas cette conviction
de l'unicité, du particularisme, de la singularité de la Russie, qui n'est ni l'Occident ni l'Orient. Et ce mouvement slavophile a toujours été anti-occidental. Prenons un de ses pères spirituels, qui fut par ailleurs un immense écrivain, et qui est l'auteur quand même d'une œuvre considérable qui est Solianitsyn. Solianitsyn est un anti-occidental exactement dans... Poutine est dans cette veine-là. Un anti-occidental adoré par l'Occident. Adoré par l'Occident, mais parfois l'Occident peut être... Il était anticommuniste aussi. Notamment, il lui arrive très rarement, mais il lui arrive parfois d'être masochiste. Mais enfin bon, et puis bon, Solianitsyn était un représentant de la liberté, mais il ne s'est pas érigé contre l'Union soviétique au nom de la liberté, mais au nom des valeurs russes. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc bon, laissons tomber Poutine. Je crois que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans cette critique de l'Occident. Je crois que cette critique de l'Occident est d'abord, là d'où elle vient, une critique de sa volonté hégémonique. Une critique de sa volonté hégémonique, et je voudrais Première chose. qu'on aborde... Deuxièmement, dans ce Sud global, et je terminerai par là, dans ce Sud... Dans ce qu'on appelle le Sud global, qui est d'une hétérogénéité totale, il n'a rien d'homogène. Effectivement, ce Sud global, le seul ciment, disons, qui unit les pays, c'est un anti-occidentalisme, effectivement, dans la mesure où, non pas comme l'était le tiers-monde dans les années 1960, sans aucune charge émancipatrice. Le tiers-monde voulait avoir une charge émancipatrice dans les années 1960, qu'elle soit contre la colonisation, contre l'impérialisme, etc. Aujourd'hui, en fait, le Sud global, c'est une adjonction de pays qui dit, d'un côté, à juste titre, l'Occident n'a plus à être hégémonique, et voilà, on va redéfinir nos places respectives dans un système économique global que ce Sud global ne conteste absolument pas. Donc sa critique de l'Occident est une critique des principes, mais non pas une critique de l'économie libérale, absolument pas. Vous l'avez dit. Mais il ne l'appelle, si vous me permettez, mais il ne l'appelle plus l'Occident, justement. C'est pourquoi il l'appelle le Nord. Et ce qui fait que, en fait, ce sont plus tant, là-dessus je vous suis, des enjeux de principe que des enjeux de pouvoir. Et de pouvoir qui sont construits essentiellement sur des alliances, alors qui peuvent être celles de la volonté de conquérir des marchés, etc. La Chine en étant l'exemple le plus intéressant aujourd'hui. Je me permets de vous couper parce que justement c'est ce point-là que je voudrais aborder avec vous deux. Il y a une première critique, on l'a bien compris, la volonté hégémonique de l'Occident. Une seconde critique adressée à l'Occident, c'est aussi peut-être son incohérence sur les principes et les valeurs. Et je voudrais qu'on parle dans un même temps de la guerre en Ukraine, d'un côté où l'Occident reproche à Vladimir Poutine de ne pas avoir respecté le droit international, la guerre à Gaza ensuite, où la critique adressée à l'encontre d'Israël, qui ne respectait pas non plus le droit international, cette critique a été beaucoup plus compliquée à formuler parce que Israël appartient évidemment à l'Occident tel qu'on le considère, Gilles Kepel. Est-ce que vous voyez là une source importante de critiques adressées à l'Occident, notamment du point de vue des pays qui n'en feraient pas partie? Là, il me semble qu'effectivement, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 est l'élément clé de la scansion historique que nous vivons. Le 7 octobre et dans les mois qui ont suivi à Gaza. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est pourquoi j'ai appelé ce livre « Le bouleversement du monde ». Parce que, précisément, on change de registre sémantique. Et dans un premier temps, du reste, si vous vous rappelez le 7 octobre, tout le monde était paralysé par l'horreur du massacre, de la razzia qui se réclamait d'ailleurs, dans certains cas, de la razzia qu'avait faite le prophète dans l'oasis juive de Haïbar. Pour des raisons totalement différentes. Bien sûr, mais enfin, l'idéologie, généralement, ne cherche pas les raisons, mais cherche essentiellement la justification, surtout quand on peut la couvrir des oripeaux du sacré. Et ensuite, donc, on voit la scène, et après, les choses vont complètement se retourner, puisque
Israël, avec la politique donc de bombardement, de guerre à Gaza, le nombre de morts qui augmentera jusqu'à à peu près 70 000 sur le consensus final, donc va voir son identité se retourner, en particulier dans le propos du Sud global, en considérant que Israël, dont la légitimité dans la présence en Palestine était tirée de ce que le monde devait offrir au peuple juif, une compensation au génocide ou à l'Holocauste, comme on l'appelle la Shoah qu'il avait subi de la part des nazis, désormais est lui-même devenu un peuple génocidaire et de ce fait a perdu sa légitimité et a perdu les valeurs dont il se réclamait, qui étaient des valeurs occidentales. Ce qui fait que vous avez, à partir du 7 octobre, si vous voulez, une reconstruction complète des catégories morales, des principes ou des valeurs, si vous voulez, qui sont mises en œuvre par un certain nombre d'acteurs. Je ne cherche pas à dire qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, c'est pas le problème, mais qui vont vouloir s'arroger la capacité de dire ce que signifie la géographie politique. Si vous voulez, c'est le sens de l'opposition Nord contre Sud, donc c'est pas du Jules Verne, hein, c'est aujourd'hui, et qui se substitue à l'opposition Est-Ouest, Occident-Orient, etc. Et donc tout cela est un phénomène qui est en fusion. Ce sont des enjeux de contrôle idéologique très fort, des enjeux de discours universitaires aussi, qui s'accompagnent justement du grand branle que nous connaissons aujourd'hui et dont effectivement l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, de Donald Trump 2, 47, si je dis 47e président, semble pousser la logique au paroxysme, puisque lui détruit de l'intérieur ce qu'il appelait l'Occident. L'OTAN n'existe plus. Le Groenland, terre occidentale, même si la population est davantage de pingouins que d'individus. Il y a quand même 57 000 Groenlandais. Hein, oui, non, bien sûr, habitants. Je plaisantais. Va être apparemment absorbé par lui, si tant est qu'on lui en laisse le moyen, etc. Donc, l'abstraction des normes par opposition à la prédation et à la force, si vous voulez. Tout cela, d'une certaine manière, à la manière de Trump, prolonge d'une certaine façon, dans un autre registre, la remise en cause qui a été faite à partir du 7 octobre. Si vous voulez, c'en est l'aboutissement pervers et étonnant, ce qui fait qu'on a le sentiment vraiment que les catégories intellectuelles, catégories cognitives du monde dans lesquelles nous avons été nourris et éduqués, puisqu'on est un peu plus âgés que vous, malheureusement pour nous, tout ça est en train aujourd'hui de se fissurer complètement et on a vu une recomposition totale. Sophie Bessy, sur ce deux poids, deux mesures, guerre en Ukraine d'un côté et la guerre à Gaza. Je reviens à ce deux poids, deux mesures qui est tout à fait réel, dans la mesure où, effectivement, Poutine et la Russie de Poutine ont commis une agression qui continue d'être commise contre l'Ukraine en essayant d'annexer l'Ukraine et donc une agression avec une quantité de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et immédiatement les pays européens et l'Amérique du Nord avant Trump ont stigmatisé à juste titre d'ailleurs cette agression et a songé qu'il était urgent de déférer Poutine devant la Cour pénale internationale, ce qui fut fait. Quelque temps plus tard, effectivement, à partir du 7 octobre 2023, mais je voudrais quand même insister sur le fait que l'histoire d'Israël-Palestine n'a pas commencé le 7 octobre 2023, que c'est quand même une très vieille histoire, et que le 7 octobre, qu'il faut certes condamner, ce massacre, que je n'appellerai jamais pogrom, pour des raisons que je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer ici, mais un pogrom, oui, très rapidement, un pogrom est un massacre de dominants sur des dominés. Et c'est toute l'histoire des pogroms de l'Europe sont des dominés qui vont à intervalles réguliers ou irréguliers des dominants qui vont massacrer des dominés. Là, c'est exactement l'inverse. Ce sont des dominés qui commettent un massacre contre des dominants. En tout cas, c'est un massacre barbare. Je n'emploie ni le terme de barbare, ni le terme de terroriste. J'emploie le terme de massacre, il dit ce qu'il veut dire. Et je vais même plus loin. Si le Hamas, pour lequel je n'ai rigoureusement pas la moindre sympathie, je n'ai aucune sympathie pour les mouvements islamistes, s'était contenté de percer la barrière de sécurité israélienne et d'attaquer des casernes. Malheureusement, les casernes, ce sont des militaires. Je suis
tout à fait hostiles à la guerre, mais des militaires, ça meurt dans les guerres. Si le Hamas s'était contenté de faire ça, c'eût été un acte de résistance. Le problème, c'est le massacre dans les kibbutz et le massacre du festival de musique. Là, c'est des massacres contre des civils qui sont inacceptables dans tous les cas. Sur le deux poids, deux mesures. Sur le deux poids, deux mesures. D'abord, la Cour pénale, la Cour internationale de justice sur plainte de l'Afrique du Sud a parlé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité de la part d'Israël. Ensuite, M. Netanyahou a été lui aussi inculpé par la Cour pénale internationale. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël, l'Israël d'aujourd'hui, sont absolument évidents. Les Occidentaux ne disent rien. On permet à M. Netanyahou de survoler le ciel français, alors que la France fait partie de la CPI. Donc il y a un deux poids, deux mesures. Et le problème de ce deux poids, deux mesures, à part l'injustice fondamentale qui est commise en faisant ce deux poids, deux mesures, c'est que les Occidentaux, quand ils parlent de valeurs, ne parlent qu'à eux-mêmes, ne sont plus écoutés par personne. C'est une espèce d'entre-soi. Comment voulez-vous que ailleurs dans le monde, on puisse entendre la parole occidentale quand elle est aussi décalée, quand elle est aussi peu crédible du fait de ce double standard? Donc les Occidentaux ne sont plus entendus. C'est ça le problème. Pour eux, j'entends. La voix du philosophe ghanéen Kwame Anthony Appiah qui nous recommande d'abandonner l'idée même de civilisation occidentale. Je pense que vous devez abandonner l'idée même de civilisation occidentale. C'est au mieux une source de confusion et au pire un obstacle pour penser les défis de notre temps. Je pense que la civilisation occidentale n'est pas une bonne idée et qu'elle n'apporte aucune amélioration. Une raison de cette confusion vient que l'on confond les Occidents. On a utilisé cette expression pour trop d'emplois. D'abord, pour séparer l'Europe de l'Asie. Puis, pendant la guerre froide, l'Occident était d'un côté du rideau de fer et l'Orient, son ennemi, de l'autre. Ce mot disqualifie le reste du monde. D'ailleurs, souvent ces dernières années, l'Occident ne veut plus dire que le nord de l'Atlantique, l'Europe et son ancienne colonie américaine. Synthétiquement, chacun, Gilles Kepel pour commencer. Alors, est-ce qu'il faut l'abandonner, ce terme? Je cite une phrase attribuée à Gandhi. Permettez-moi de commencer avec Gilles Kepel. Et je vous redonnerai la parole après. Rebondir là-dessus. On avait demandé, Sophie paraît-il, à Gandhi, que pensez-vous de la civilisation occidentale? Et Gandhi aurait répondu, ce serait une excellente idée. Gilles Kepel, on abandonne alors Non, pour pas tirer du le fil tout, de l'anecdote. mais je crois que oui, si on continue de manière assez concrète, ce qui est quand même assez frappant, c'est que tellement nombreux sont ceux qui, justement, aujourd'hui, venant du Sud ou du monde ou l'Orient, comme vous voulez, ne rêvent que d'une chose, c'est de s'installer en Occident. Et le mouvement d'immigration, dont ce que certains déplorent certainement, d'autres encouragent, ou dont d'autres n'osent rien dire, est quand même l'une des réalités les plus frappantes du début de ce 21e siècle. Vous en parlerez avec la démographe tout à l'heure. Mais si nous avons encore été un petit peu en croix démographique, c'est aussi du fait de la croissance beaucoup plus importante des populations récemment immigrées, qui d'ailleurs voient leur croissance décliner du fait de leur assimilation. Vous devancez totalement la seconde partie de l'émission. Oui, mais c'est pour vous rendre service. Donc cela pour dire que je ne suis pas complètement d'accord avec Sophie, puisqu'il me semble qu'il y a, paradoxalement, une attractivité qui demeure très forte pour les pays et les États et les nations de l'Europe et des États-Unis. Sinon, on ne serait pas confronté au débat auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Sophie Bessis, en quelques mots. Hein. Oui, cette attractivité, c'est surtout dans l'histoire des migrations humaines, les pauvres vont vers les riches. Ce n'est pas une attractivité de l'Occident, c'est une attractivité vers la richesse. C'est la pauvreté qui va vers la richesse ou la guerre qui va vers la paix. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de ce soft power occidental qui est en train de tomber en ruine. Il a existé.
Ce n'est pas une attraction, ce que vous dites, par les principes, du moins. Non. Mais merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, ce débat sur l'Occident, vivement déconstruit par vous deux, Sophie Bessis, Gilles Kepel. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Antoine Néral, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Juliette Ouélic. Après le journal, ça a été maintes fois répété durant cette émission, sujet démographique. Quelles sont les conséquences économiques du déclin démographique? On en parlera notamment avec Julien Bisson, le directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1.